Mon frère aîné, souriant, réclamait tout. On m'a traité d'instable, accusé de cacher des biens. Il a murmuré de tout signer. J'ai remis une page scellée au juge. Le greffier a lu la deuxième ligne. La salle s'est tue. Mon frère est arrivé comme si c'était une inauguration. Chaussures cirées, montre impeccable. Ce sourire calme, repu, qu'il arborait chaque fois qu'il pensait que l'argent le rendait intouchable. Il ne me regardait pas de la manière dont on regarde un frère ou une sœur. Il me regardait comme on regarde un détail à régler. Son avocat marchait à ses côtés, tenant un épais dossier comme un trophée. Derrière eux, mes parents occupaient le premier rang, habillés comme s'ils assistaient à la messe, pas à un procès. J'étais assise seule à la table de la défenderesse, avec une mince enveloppe dans mon sac et les mains jointes devant moi, comme si j'attendais un verdict que je comprenais déjà. Le prétoire sentait légèrement le tonneur et le vieux bois. Le ventilateur de plafond cliquetait à chaque rotation, comme un métronome comptant les secondes de patience de quelqu'un. Lorsque le greffier appela l'affaire, mon frère se leva avant moi. « Votre honneur », commença son avocat d'une voix claire et assurée, « nous sommes ici pour demander le transfert immédiat des actifs. Mon client demande le contrôle total des biens et des comptes de sa sœur en raison de son instabilité et de ses antécédents de dissimulation d'actifs à la famille. » Le mot instabilité tomba comme une fléchette destinée à s'incruster dans l'esprit de quiconque écoutait. Mon frère se tourna légèrement pour que les personnes dans la galerie puissent voir son visage tandis qu'il soupirait, jouant la sollicitude, jouant le sacrifice. Le juge Mercier regarda de son banc, l'expression neutre de la manière dont les juges apprennent à survivre. « Madame Dubois, me dit-il, avez-vous un conseil ? » « Je me représente moi-même aujourd'hui, votre honneur, répondis-je. » Le sourire de mon frère s'élargit d'une fraction. Il aimait ça. Il comptait là-dessus. Son avocat fit un pas en avant. « Nous demandons tout, dit-il. Tous les biens personnels, les comptes bancaires, tout intérêt immobilier, et tout produit futur potentiel. Mon client a soutenu Madame Dubois financièrement à de multiples reprises. Assez, c'est assez. » Mon frère se pencha vers le microphone, juste assez pour que le juge l'entende dans la salle et le remarque. « Elle n'est pas bien, dit-il doucement. Elle devient imprévisible. Nous voulons juste protéger la famille. » Un murmure parcourut les bancs comme le vent dans les feuilles sèches. Je ne me retournai pas, mais je sentis des yeux dans mon dos, le genre d'yeux que les gens utilisent lorsqu'ils décident ce que vous méritez. Le regard du juge Mercier resta fixe. « Monsieur Leclerc, dit-il à mon frère, quelle est la base légale pour demander la totalité ? » L'avocat ne perdit pas une seconde. « Mesure de protection adjacente, votre honneur. Contrôle protecteur, ordonnance provisoire en attendant une évaluation plus approfondie. » C. Était enveloppé de mots prudents, mais l'intention était brutale, m'effacer sur le papier. Le juge Mercier tapota son stylo une fois. « Mademoiselle Dubois, comprenez-vous ce qu'il demande ? » « Oui, dis-je. » « Et votre réponse ? » Je regardai mon frère pour la première fois. Émile Leclerc, aisé, bien connecté, toujours l'exemple brillant de la famille. Celui qui ne haussait jamais la voix parce qu'il n'en avait pas besoin. Il achetait des soutiens depuis des années, achetait le silence, achetait le bénéfice du doute des gens. Ses yeux rencontrèrent les miens, et son expression était presque aimable. Presque. Il se rapprocha tandis que le juge feuilletait des documents, et dans une voix que seul moi pouvais entendre, il murmura, signe juste. « Tu n'auras plus rien de toute façon. » Je ne sciais pas. Je ne lui donnais pas la satisfaction de voir ma douleur. Au lieu de cela, je me levai et fouillai dans mon sac. Je ne sortis pas une pile de pièces à conviction. Je ne portais pas de classeur. Je soulevai une page scellée, une enveloppe contenant une seule feuille, et la portai au greffier. « Votre honneur, dis-je calmement, j'ai une requête. Veuillez ajouter ceci au dossier avant d'examiner leur motion. » Les sourcils du juge Mercier se levèrent légèrement. « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« C'est un avis scellé, répondis-je. Il concerne l'inventaire qu'il vous demande d'attribuer. » L'avocat laissa échapper un petit rire, comme si je venais de proposer un dessin d'enfant comme preuve. Mon frère me regardait avec ce même sourire poli, mais ses yeux se plissèrent d'une fraction. Comme s'il n'aimait rien de ce qu'il n'avait pas approuvé au préalable. Le juge Mercier tendit la main. Le greffier lui apporta la page scellée. Il regarda l'extérieur puis hocha la tête vers l'huissier.
Huissier, dit-il, ouvrez-la et lisez ce qui est nécessaire pour le dossier. L'huissier, un homme grand avec des yeux fatigués et une voix qui portait sans effort, brisa délicatement le sceau. Il déplia la page et la parcourut. Quelque chose bougea sur son visage, pas de la surprise exactement, mais plutôt de la reconnaissance. Il s'éclaircit la gorge. Oui, votre honneur, dit-il. Ceci semble être un avis d'inventaire joint à une déclaration d'actifs. Le sourire de l'avocat se figea. Votre honneur, nous avons déjà soumis une liste d'inventaire. Le juge Mercier leva la main. Nous allons écouter. L'huissier jeta un coup d'œil vers le dossier de l'avocat. Puis-je avoir la liste d'inventaire du demandeur, votre honneur? L'avocat la lui remit avec assurance, comme si la liste elle-même était une arme. L'huissier l'ouvrit et commença à lire sur le même ton qu'il lirait une sentence, plat, officiel, inéluctable. Élément 1, dit-il. Un compte courant principal se terminant par 428. Élément 2, il marqua une pause pour respirer, puis leva les yeux. Pas vers le juge. Vers mon frère. La pièce ne rendit aucun son. Même le ventilateur de plafond sembla plus silencieux. Les yeux de l'huissier restèrent fixés sur Émile pendant une longue seconde, et lorsqu'il reprit la parole, sa voix avait changé, moins récit, plus prudence. Votre honneur, dit-il lentement, avant de continuer, j'ai besoin de confirmer quelque chose concernant le deuxième point, car la façon dont ceci est listé, il marqua une autre pause, les yeux toujours rivés sur mon frère, ne correspond pas à qui en est réellement propriétaire. L'avocat de mon frère tenta d'en rire. Votre honneur, dit-il, forçant la légèreté dans sa voix, l'huissier lit simplement une liste d'inventaire. La propriété sera abordée lors de la phase de preuve. Le juge Mercier ne sourit pas. Il se pencha légèrement en avant. Huissier, lisez exactement ce qui est écrit. L'huissier baissa à nouveau les yeux vers la page. Élément 2, lut-il plus lentement maintenant. Une propriété résidentielle décrite comme son chalet de vacances situé à... Il s'empêcha de lire l'adresse à voix haute et jeta un coup d'œil au juge pour confirmation. Le juge Mercier hocha la tête une fois. Vous pouvez omettre l'adresse complète. Continuez. L'huissier continua, situé à Val-d'Orée, répertorié comme actuellement occupé par la famille du demandeur, noté pour être transféré immédiatement. Le sourire de mon frère ne bougea pas, mais ses yeux se tournèrent vers mes parents. Ils étaient assis raides, les visages soigneusement vides, comme s'ils avaient répété l'immobilité. Le juge Mercier tapa son stylo une fois. Mademoiselle Dubois, me dit-il, possédez-vous une propriété à Val-d'Orée? Je ne répondis pas immédiatement, non pas parce que je ne le savais pas, mais parce que la question était un piège. Si je disais oui, il me dépeindrait comme cupide. Si je disais non, il me dépeindrait comme malhonnête. J'ai donc répondu avec la seule chose qui ne pouvait être déformée. Je possède ce que le dossier dit que je possède, votre honneur, dis-je calmement, et j'ai demandé que ma page scellée soit admise parce que leur liste contient quelque chose qui ne leur appartient pas à elle. Avocat de mon frère ouvrit la bouche, mais l'huissier leva de nouveau les yeux. Votre honneur, dit l'huissier, la page scellée qu'elle a soumise semble joindre un extrait de registre et un avis de privilège. Il fait référence à la propriété de Val-d'Orée. Le mot registre fit se crisper la posture de mon frère. C'était subtil, presque rien, mais j'avais grandi en l'observant. Je connaissais ses tics mieux que quiconque. Le regard du juge Mercier se fit plus vif. Un avis de privilège. La confiance de l'avocat vacilla. Votre honneur, cela ressemble à un problème secondaire. Nous sommes ici pour le contrôle protecteur en raison de son instabilité. Le juge Mercier le coupa d'un geste de la main. Si la requête demande le transfert d'actifs, la propriété n'est pas un problème secondaire. Il se tourna vers l'huissier. Lisez la page scellée. L'huissier déplia à nouveau ma page et lut l'entête au dossier. Avis d'intérêt et restrictions enregistrés, dit-il. Déposé auprès du greffier du comté concernant la propriété décrite comme le chalet de Val-d'Orée. L'avocat de mon frère fit un pas en avant, la voix plus tranchante maintenant. Votre honneur, nous n'avons pas été signifiés. Le juge Mercier leva un doigt. Vous le serez dans un instant. Asseyez-vous. L'huissier continua, ne lisant que ce qui était nécessaire, son ton précis. Il est stipulé que la propriété est soumise à une restriction active et ne peut être transférée sans vérification en raison d'un examen de fraude en cours.
Il inclut un numéro de référence et le nom de la partie initiatrice. Il marqua une pause et leva de nouveau les yeux. Pas sur moi, sur mon frère. Le sourire d'Émile glissa enfin sur les bords. Le juge Mercier baissa la voix. Quelle est la partie initiatrice? L'huissier jeta un coup d'œil à la ligne, puis la lut. Demandeur. Émile Leclerc. Il y eut un silence d'une manière qui semblait physique. Ma gorge de père bougea comme s'il avait avalé quelque chose d'indigeste. Les mains de ma mère se resserrèrent sur ses genoux. L'avocat d'Émile fixa la page comme si on venait de lui tendre un fil électrique sous tension. Le juge Mercier se renversa légèrement, étudiant mon frère. Mon frère ne répondit pas immédiatement. Il fit autre chose. Il tendit la main vers la manche de son avocat sous la table. Une petite traction, typique d'un enfant voulant que quelqu'un d'autre parle pour lui. L'avocat se reprit le premier. Votre honneur, mon client tente de protéger les biens familiaux contre la dissipation. Il a agi par prudence. Le regard du juge Mercier ne quitta pas Émile. Je n'ai pas demandé au conseil. Je lui ai demandé à lui. La mâchoire d'Émile se serra. J'ai déposé quelque chose, admit-il prudemment. C'était une précaution. Elle cache des actifs. Nous devions verrouiller ça. Je ne réagis pas. Je le laissai continuer à parler, car chaque phrase qu'il prononçait sous pression rendait la suite plus claire. Le juge Mercier se tourna vers moi. Madame Dubois, avez-vous une documentation établissant votre droit de propriété? Oui, dis-je. Et c'est lié à la raison pour laquelle leur liste d'inventaire est dangereuse. Expliquez, dit le juge Mercier. Je gardai un ton mesuré. Ah, ce chalet n'a jamais été un bien familial. Il a été acheté avec de l'argent que mon grand-père m'a laissé en privé il y a des années. Mon frère l'a découvert lorsqu'il a commencé à fouiller dans les dossiers après la mort de grand-père. Il a déposé une restriction en mon nom sans mon consentement, puis a essayé d'utiliser cette restriction comme levier. Aujourd'hui, il demande à la cour de lui remettre tout, y compris un actif qu'il a déjà essayé de geler. L'avocat de mon frère ricana. Pure spéculation. Ce n'est pas de la spéculation, dis-je, et je n'ai pas élevé la voix. Ce sont des horodatages. Le stylo du juge Mercier cessa de bouger. Des horodatages? Je hochai la tête une fois. Le journal du portail du greffier du comté montre exactement quand la restriction a été déposée, depuis quelle adresse IP et la signature numérique utilisée. J'ai demandé ces journaux après avoir été notifié que mon dossier immobilier avait été signalé. Le visage de l'avocat se crispa. Votre honneur, les adresses IP sont techniques. Nous aurions besoin d'un expert. Le regard du juge Mercier se fit plus vif. Avez-vous les journaux ici, Madame Dubois? Je fouillai à nouveau dans mon sac et sortis une mince liasse de pages imprimées, nettes, officielles, timbrées, pas une histoire, pas une émotion, une piste. Je la portai au greffier sans me presser. Le juge Mercier prit la feuille du dessus, parcourut les lignes, et son expression changea de la manière la plus subtile et la plus révélatrice. Il regarda l'horodatage d'abord, puis l'adresse IP, puis le nom du compte associé. Il leva les yeux vers Émile. Monsieur Leclerc, dit-il calmement. Le compte de dépôt utilisé pour placer la restriction n'était pas celui de votre sœur. Il était le vôtre. L'avocat d'Émile secoua la tête vers lui, choqué. Quoi? Le juge Mercier continua, la voix toujours calme. Et la signature numérique attachée au dépôt est associée à une adresse email se terminant par il s'arrêta, jeta un coup d'œil à l'huissier, puis revint à la page, Leclerc Holdings. L'entreprise de mon frère, son nom d'aisé, son image polie, soudainement estampillée sur un dépôt du comté utilisé pour geler ma propriété. Le sourire d'Émile avait disparu, il ressemblait à quelqu'un qui était entré dans une pièce pensant lui appartenir, pour découvrir ses propres empreintes sur la scène de crime. L'huissier, tenant toujours la liste d'inventaire du demandeur, s'éclaircit à nouveau la gorge. Votre honneur, dit-il, et cela affecte directement la liste d'inventaire, car l'élément 2 est listé comme son chalet de vacances devant être transféré. Mais il est actuellement sous une restriction initiée par le demandeur, ce qui ferait de cette requête. Il marqua une pause, les yeux sur le juge maintenant, la voix prudente, une tentative de transfert d'un actif sous un dépôt frauduleux. Le juge Mercier posa lentement les pages. Puis il fit quelque chose que les juges font rarement lorsqu'ils essaient d'éviter que la salle ne prenne feu.
Il regarda directement l'avocat de mon frère et dit, « Maître, vous allez vouloir vous asseoir. » L'avocat de mon frère s'assit lentement, comme si ses genoux ne voulaient pas se plier, mais il ne resta pas silencieux. « Votre honneur, dit-il, se penchant à nouveau en avant, avec respect, ceci se transforme en un litige subsidiaire concernant un dépôt. Notre requête est basée sur son état mental et son schéma de dissimulation. Cette cour a l'autorité d'accorder un contrôle protecteur temporaire. » Le juge Mercier leva une main, paume en avant. Pas en colère, pire que la colère, décidé. Cette cour a l'autorité de protéger les gens contre l'abus de procédure, dit-il. Actuellement, je vois un demandeur qui a déposé une restriction sous son propre compte en utilisant la signature de sa société et qui est entré dans mon prétoire demandant le transfert de l'actif même qu'il a restreint. Il tapa une fois sur l'impression du journal du comté, comme si cela le rendait plus lourd. Ce n'est pas protecteur, continua-t-il. C'est un levier. Le visage de mon frère avait cette expression tendue et brillante que les gens prennent lorsque leur confiance commence à s'échapper. C'était une précaution, dit Émile, la voix maîtrisée. Elle a été erratique. Elle cache des choses. Elle et les yeux du juge ne le quittèrent pas. Vous pouvez cesser de répéter des adjectifs et commencer à répondre aux questions. Mon père s'éclaircit la gorge au premier rang. Un petit son destiné à réclamer l'attention. Ma mère se pencha en avant, les lèvres pincées comme si elle s'apprêtait à exprimer sa déception. L'avocat d'Émile se reprit et tenta un nouvel angle, plus doux, presque paternel. Votre honneur, la famille est inquiète, c'est tout. Nous pourrons aborder le dépôt plus tard, mais en attendant, nous demandons une ordonnance temporaire, le contrôle de ses comptes, de ses biens, et une évaluation. Elle est instable. Elle cache des actifs. Elle pourrait représenter un danger pour elle-même. Voilà l'arme institutionnelle vers laquelle il se tournait toujours lorsqu'il ne pouvait pas gagner sur le papier. S'il pouvait me qualifier d'instable dans un dossier judiciaire, il n'aurait pas besoin de prouver le vol. Il pourrait simplement déclarer leurs préoccupations et tout prendre avec un sourire poli. Le regard du juge Mercier se porta sur moi. « Madame Dubois, dit-il, êtes-vous un danger pour vous-même ? » « Non, répondis-je. »« Êtes-vous un danger pour quelqu'un d'autre ? » ?»« Non. » L'avocat d'Émile ouvrit la bouche à nouveau, mais le stylo du juge Mercier se leva comme un avertissement. « Je lui ai demandé, dit-il, et Émile se pencha vers son avocat, chuchotant avec urgence. Je n'avais pas besoin d'entendre les mots. Je reconnaissais la posture, le frère aisé habitué à ce que les solutions lui soient livrées, pas exigées. Le juge Mercier hocha la tête vers l'huissier. Continuez à lire la liste d'inventaire du demandeur. L'huissier regarda à nouveau la liste et reprit sur cette voix plate et officielle. Élément 3. Tout le contenu du coffre-fort du défendeur détenu à la banque du 1er Havre, boîte numéro où il s'arrêta, non pas à cause de la vie privée cette fois, mais parce que quelque chose sur la page avait de nouveau attiré son attention. Comme si la liste était pleine de mines terrestres. Les yeux de l'huissier parcoururent la ligne, puis les notes de marge, puis une ligne plus petite en dessous. Il leva le regard. Mon frère ne regarda pas l'huissier. Il fixa le banc du juge comme s'il pouvait faire disparaître le moment par la seule force de sa volonté. La voix de l'huissier baissa d'une fraction. Votre honneur, la liste inclut une boîte bancaire, mais elle inclut également un numéro d'autorisation d'accès joint. Le front du juge Mercier se plissa. Autorisation d'accès. Oui. L'huissier lut un événement d'accès enregistré avec une date. La posture de l'avocat de mon frère se raidit. Votre honneur, c'est hors de propos. Nous listons des actifs. Le juge Mercier le coupa. Lisez la date. Les yeux de l'huissier tombèrent à nouveau sur la page. Il est indiqué que la boîte a été consultée il y a 2 jours. Il y a 2 jours. Je ne réagis pas. Je laissais le silence faire ce qu'il fait toujours dans un prétoire, inviter les gens à imaginer l'évidence. Le juge Mercier regarda directement Émile. Avez-vous accédé à un coffre-fort que vous prétendez appartenir à votre sœur ? La mâchoire d'Émile se contracta. Il jeta un coup d'œil à mes parents comme s'ils pouvaient le sauver. Ma mère leva le menton, l'expression blessée, et mon père fixa droit devant lui. Émile finit par parler, prudemment. J'y ai accès, dit-il. C'est lié à la famille. La voix du juge Mercier resta calme. Comment avez-vous accès au coffre-fort de votre sœur adulte ?
L'avocat d'Émile tenta de s'interposer. Il est listé comme contact d'urgence. Les yeux du juge Mercier se tournèrent vers lui. Contact d'urgence n'est pas accès. L'huissier s'éclaircit à nouveau la gorge. Votre honneur, dit-il. Ce mot fit se serrer mon estomac. Pas de peur, mais de reconnaissance. Car il n'y a qu'un nombre limité de façons dont une autorisation notariée apparaît dans une affaire familiale. Aucune d'entre elles n'est propre. Le regard du juge Mercier revint à Émile. Votre sœur a-t-elle signé une autorisation notariée vous accordant l'accès à son coffre-fort? Émile ne répondit pas assez vite. Et c'est moi qui le fis. Non, dis-je. Je ne l'ai pas fait. Le stylo du juge plana. Mademoiselle Dubois, dit-il. Comment le savez-vous? Parce que je n'en ai jamais signé, répondis-je. Et parce que la banque m'a notifié hier qu'une autorisation avait été déposée sous mon nom. C'est pour cela que j'ai demandé les journaux du greffier du comté en premier lieu. Des choses ont commencé à apparaître dans des systèmes que je n'ai pas faites. Le visage de l'avocat d'Émile se crispa. Votre honneur, elle fabule. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai fouillé dans mon sac et sorti un deuxième mince paquet, une feuille sur le dessus, agrafée, nette. Je la passai au greffier. Le juge Mercier la parcourut, puis leva les yeux. Ceci vient de la banque. Oui. Je dis que c'est la confirmation d'audit qu'une autorisation a été présentée. Elle inclut le numéro de commission du notaire, l'heure où elle a été déposée, et la note du personnel indiquant que la signature ne correspondait pas à la signature enregistrée. L'avocat d'Émile se pencha en avant, la voix plus acerbe maintenant. Votre honneur, nous entrons dans le territoire de l'accusation. Nous allons avoir besoin de temps pour répondre. Le regard du juge Mercier se tourna vers lui, comme une porte qui se referme. Vous avez déjà eu le temps, dit-il. Vous avez déposé. Vous avez demandé tout aujourd'hui. Vous n'avez pas le droit de sprinter dans mon prétoire pour ensuite demander une pause lorsque le dossier commence à vous répondre. L'atmosphère dans la pièce sembla changer. Pas bruyante, pas dramatique, juste alerte. Les gens dans la galerie se penchèrent. Les doigts du greffier s'agitèrent plus vite. Même l'agent d'audience ajusta sa posture, comme s'il avait cessé de traiter cela comme une querelle familiale et commençait à le considérer comme quelque chose pouvant déborder sur le domaine pénal. Le juge Mercier se tourna vers l'huissier. Lisez le numéro de commission du notaire indiqué sur l'audit bancaire. L'huissier prit la feuille que le greffier lui tendait, la parcourut et la lut au dossier. Le numéro ne signifiait rien pour la plupart des gens, mais les yeux du juge Mercier se plissèrent légèrement, et il regarda à nouveau Émile. Monsieur Leclerc, dit-il. Ce numéro de commission est-il associé à quelqu'un que vous connaissez? La gorge d'Émile se contracta. Je ne sais pas. Le juge Mercier ne contesta pas. Il se tourna simplement vers le greffier. Vérifiez-le, dit-il. Le greffier hésita. Votre honneur, le registre des notaires est au niveau du comté. Je sais ce que c'est, dit le juge Mercier. Vous y avez accès. Vérifiez-le. Le greffier tapa. Le moniteur sur le bureau du greffier se refléta légèrement sur les lunettes du juge pendant qu'il regardait. Quelques secondes passèrent. Puis le visage du greffier changea d'une manière qui fit finalement regarder mon frère. Votre honneur, dit le greffier calmement. Le numéro de commission du notaire renvoie à un notaire public employé par Leclerc Holdings. L'entreprise de mon frère à nouveau, ses empreintes à nouveau. La bouche de l'avocat d'Émile s'ouvrit, puis se referma. Ma mère laissa échapper un petit son au premier rang, mi-halètement, mi-protestation. Émile se tourna vers ses parents, paniqué maintenant, murmurant « Je vous l'avais dit ». La voix du juge Mercier coupa tout ce qu'Émile était sur le point de dire. Assez. Il se rassit légèrement, comme pour réinitialiser la salle. Je n'accorde aucune ordonnance temporaire de transfert d'actifs aujourd'hui, dit-il fermement. J'émets des ordonnances de conservation. L'avocat d'Émile redressa la tête brusquement. Votre honneur, le regard du juge Mercier resta fixé sur lui. Vous conserverez toutes les communications, les brouillons, les dépôts, et les dossiers internes relatifs à cette requête, y compris toute implication du personnel de Leclerc. Vous ne modifierez, supprimerez ou altérerez rien. Comprenez-vous? L'avocat déglutit. Oui, votre honneur.
Le juge Mercier regarda Émile. Monsieur Leclerc, vous fournirez à cette cour, par l'intermédiaire de votre conseil, l'identité de tout employé qui vous a aidé avec les dépôts ou les autorisations liées aux biens ou au compte de votre sœur. Le visage d'Émile était pâle maintenant, l'éclat de l'aisance avait disparu. Le juge Mercier continua, la voix mesurée. Je délivre également un renvoi à l'unité de fraude du greffier du comté et je demande à la banque de conserver toutes les pistes d'audit liées à l'autorisation du coffre-fort. Il me jeta un coup d'œil. Madame Dubois, avez-vous d'autres documents que vous avez l'intention de soumettre aujourd'hui? Je regardai Émile, puis son avocat, puis mes parents au premier rang, assis si immobiles qu'ils semblaient sculptés. Oui, dis-je. Encore une chose, et c'est pourquoi la liste d'inventaire est importante. Le juge Mercier hocha la tête une fois. Procédez. Je fouillai à nouveau dans mon sac et plaçai une dernière enveloppe scellée sur le comptoir du greffier. Veuillez ajouter ceci au dossier, dis-je calmement, avant que l'huissier ne lise l'élément 4. Le juge Mercier ne parut même pas surpris lorsque le greffier prit mon enveloppe scellée. Il parut fatigué, comme s'il avait vu trop de familles entrer avec une histoire et repartir avec un dossier. Huissier, dit-il. Ouvrez-la. Lisez seulement ce qui est nécessaire pour le dossier. L'huissier brisa le sceau avec le même mouvement prudent qu'il avait utilisé plus tôt, comme si le papier pouvait couper plus profondément que l'acier. Il déplia la page, parcourut l'entête, et son visage se crispa de cette manière calme et professionnelle que prennent les gens lorsqu'ils réalisent qu'ils tiennent quelque chose qui n'a pas sa place dans un différend familial. Votre honneur, dit-il. Ceci est une pièce certifiée du département de conformité de la Banque du 1er Havre. Elle inclut un extrait du journal de notariation et un certificat de vérification d'identité lié à l'autorisation du coffre-fort. L'avocat d'Émile se renversa sur sa chaise, soudain trop conscient de l'endroit où se trouvaient ses mains. Le juge Mercier hocha la tête une fois. Lisez la portion pertinente. La voix de l'huissier redevint plate, mais elle portait. Idée de session de notariation en ligne, lut-il. Date et heure, il y a 2 jours à 15h14. Identité du signataire vérifiée via scan d'identification gouvernementale et authentification basée sur la connaissance. La mâchoire d'Émile se serra, l'huissier continua. Il indique le nom du signataire sur la session comme il marqua une pause d'un battement de cœur, les yeux se levant puis redescendant, comme s'il voulait être absolument sûr avant de le dire à voix haute, Émile Leclerc. Le prétoire ne réagit pas comme dans les films. Personne ne halta de manière dramatique. Personne ne cria. C'était pire que ça. Tout devint silencieux, comme si l'oxygène avait été retiré. L'avocat d'Émile cligna rapidement des yeux, puis se redressa à moitié et se rassit, comme si son corps ne pouvait décider quelle posture le rendait le plus en sécurité. Le regard du juge Mercier resta rivé sur mon frère. Monsieur Leclerc, dit-il, lent et uniforme. Avez-vous laissé croire à la cour que votre sœur avait signé une autorisation notariée lorsque la session de notariation vous liste comme signataire? La gorge d'Émile se contracta. Ce n'est pas comme ça, dit-il, et sa voix avait perdu son éclat. Daphné n'était pas à mes côtés cette fois. J'étais seul, et il était important que je ne remplisse pas le silence d'émotion. L'émotion était ce qu'Émile voulait. L'émotion était ce qu'il vendait à la cour. J'ai donc laissé le dossier continuer de parler, et l'huissier lut les lignes suivantes sans y être invité, comme s'il comprenait l'importance de l'élan. Il indique l'identification utilisée, continua-t-il. Permis de conduire d'état se terminant par 612. Il indique l'email utilisé pour la session de notaire comme emile.leclerc@leclerc-holdings.com. Il indique l'adresse IP utilisée pour initier la session comme il s'arrêta à nouveau, regarda le greffier, puis la lut. Le même bloc d'IP que les bureaux de Leclerc Holdings. Le visage de mon père changea pour la première fois. Pas de colère, pas de chagrin, de la panique. Les lèvres de ma mère s'ouvrirent et un petit son sortit qu'elle tenta de ravaler, comme si elle pouvait remonter le temps en refusant d'être vue en train de réagir. L'avocat d'Émile finit par retrouver sa voix, mais elle sortit sèche et cassante. Objection, votre honneur. Ceci est un document technique sans fondement. Nous n'avons aucune occasion de vérifier. Le juge Mercier leva une main. Asseyez-vous. L'avocat se figea. Le juge Mercier n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. Il prit l'exhibit de la banque et tapa la marge inférieure où se trouvait la clause de certification. Ceci est certifié par l'agent de conformité de la banque, dit-il.
Puis il regarda Émile. Monsieur Leclerc, dit-il, la cour vous a posé une question directe. Les yeux d'Émile filèrent à nouveau vers mes parents. Ma mère fixa droit devant elle comme si refuser de voir le problème le rendrait moins réel. Les mains de mon père étaient jointes si serrées que ses jointures semblaient pâles. La voix d'Émile baissa. J'essayais de sécuriser ce qui appartenait à la famille, dit-il. Les yeux du juge Mercier se plissèrent. En signant en votre propre nom sur une cession de notariation soumise sous le nom de votre sœur? Émile tressaillit au mot, il essaya de s'ajuster pour adoucir. Elle l'aurait détruit, dit-il rapidement. Elle agit de manière erratique. Le juge Mercier le coupa d'un petit mouvement décisif de son stylo. Non, dit-il. Nous ne faisons pas cela. Vous n'avez pas le droit de commettre une fraude technique et ensuite de pleurnicher en jouant l'inquiétude. Le clavier du greffier cliqueta plus vite, capturant chaque mot. Le juge Mercier jeta un coup d'œil à l'huissier. Continuez. Qu'y a-t-il d'autre dans l'exhibit? L'huissier tourna la page. Il y a un rapport d'incident bancaire joint, dit-il. Il indique qu'à la réception de l'autorisation notariée, la banque a signalé l'incohérence de la signature, a initié un gel interne et a examiné les séquences vidéo du coffre-fort. L'avocat d'Émile se raidit. Votre honneur, le juge Mercier ne le regarda pas. Arrêtez d'interrompre. L'huissier lut la ligne suivante, et l'air dans la pièce changea à nouveau. Il indique que le demandeur s'est présenté à la banque en personne avec un représentant de Leclerc Holdings, dit l'huissier, et a tenté d'accéder au coffre-fort. Le visage de mon frère devint blanc. Le regard du juge Mercier se fit plus vif. Un représentant? L'huissier hocha la tête, lisant, un notaire public employé par Leclerc Holdings. La tête de ma mère tourna brusquement vers Émile, et un instant, son masque glissa. Elle n'avait pas l'air déçue. Elle avait l'air furieuse qu'il ait été négligent. L'avocat d'Émile se releva à nouveau, la voix urgente. Votre honneur, nous demandons une suspension. Le juge Mercier le regarda comme s'il avait demandé la permission d'effacer les 5 dernières minutes. Refusé, dit-il. Vous avez demandé tout aujourd'hui. Vous avez créé l'urgence. Vous n'avez pas le droit de ralentir lorsque le dossier vous rattrape. L'avocat d'Émile déglutit et s'assit. Le juge Mercier se tourna vers moi. Madame Dubois, dit-il. Avez-vous autorisé votre frère à accéder à votre coffre-fort? Non, dis-je. Les yeux du juge Mercier restèrent stables. Et vous soutenez qu'il a tenté de le faire quand même en utilisant une autorisation notariée créée par le biais de son infrastructure d'entreprise? Oui, répondis-je. Et le rapport de la banque le montre. Le juge Mercier hocha la tête une fois, puis se tourna vers l'huissier. Le rapport de la banque indique-t-il si l'accès a été accordé, demanda-t-il. L'huissier parcourut à nouveau le rapport, puis répondit prudemment. Il indique que l'accès a été tenté, dit-il. Il indique que la banque a refusé d'ouvrir la boîte en raison de l'incohérence et a initié un gel interne pour fraude. Il indique également que la banque a conservé les séquences vidéo et a transmis l'affaire à ses départements de sécurité et juridique. Je sentis quelque chose se détendre dans ma poitrine. Pas un soulagement exactement, mais une confirmation. Parce que si Émile était entré dans cette boîte, il aurait pris tout ce qui pouvait prouver ce qu'il avait fait. Il aurait souri au tribunal et prétendrait que cela n'avait jamais existé. Le juge Mercier posa lentement l'exhibit. Puis il parla sur un ton qui n'était pas en colère, mais qui était incontestablement dangereux. Monsieur Leclerc, dit-il. Vous êtes venu devant cette cour demander de dépouiller votre sœur de ses biens et de ses comptes. Pendant ce temps, le dossier montre que vous avez initié une restriction sur ses biens immobiliers en utilisant la signature de votre propre société et que vous avez tenté d'accéder à son coffre-fort en utilisant une autorisation notariée liée à votre identité et à votre société. Il marqua une pause. Je laissai les mots s'installer là où tout le monde pouvait les ressentir. J'émets une ordonnance de protection immédiate, continua-t-il. Pas de contact direct ou indirect entre Monsieur Leclerc et Madame Dubois en attendant une audience plus approfondie. Je commande également la conservation de toutes les communications, brouillons, dépôts et journaux internes de Leclerc Holdings relatifs à cette requête. Y compris toute implication du personnel de Leclerc. Le visage de l'avocat d'Émile se crispa. Votre honneur, les yeux du juge Mercier se braquèrent sur lui. Voulez-vous des sanctions aujourd'hui, maître? L'avocat ferma la bouche.
Le juge Mercier se tourna vers l'agent d'audience. Agent, je veux que le téléphone de Monsieur Leclerc soit sécurisé pour conservation jusqu'à ce que son conseil puisse fournir une extraction forensique saine. S'il refuse, je traiterai cela comme un outrage. Émile se leva si vite que sa chaise racla bruyamment dans le silence de la pièce. Vous ne pouvez pas prendre mon téléphone, dit-il, la voix craquant. C'est de la folie. Le juge Mercier ne bougea pas. Asseyez-vous. Émile ne le fit pas. L'agent d'audience s'approcha, une main tendue, ferme. Monsieur. Les yeux d'Émile flashèrent à nouveau vers mes parents, désespérés. Mon père se leva enfin, parlant pour la première fois. Votre honneur, ceci va trop loin. Nous essayons seulement d'aider notre fils. Le regard du juge Mercier les coupa. Asseyez-vous, dit-il, puis plus doucement. Vous n'êtes pas une partie qui peut contrôler cette procédure. Mon père s'assit. Les mains d'Émile tremblaient tandis qu'il sortait son téléphone de sa poche. Et pour la première fois, il ressemblait moins à un gagnant aisé qu'à un homme réalisant que la salle avait cessé de croire à sa performance. Il tendit le téléphone à l'agent d'audience comme s'il le brûlait. L'agent le plaça dans un sac de preuves, le scella, et écrivit une étiquette. Et c'est là qu'Émile fit la seule chose que j'attendais toute la journée. Il me regarda avec une haine pure et murmura, « Tu as planifié ça. » Je ne murmurai pas en retour. Je ne souris pas. Je parlais clairement, doucement, pour le dossier. Non, dis-je. C'est toi qui l'as fait. Le stylo du juge Mercier tapa une fois. Huissier, dit-il. Revenez à la liste d'inventaire du demandeur. Continuez à lire à partir de l'élément 4. L'huissier souleva à nouveau la liste, et je regardai ses yeux parcourir vers le bas jusqu'à ce qu'il s'arrête sur la ligne suivante. Son visage devint immobile. Il leva les yeux vers Émile, puis vers le juge Mercier, et sa voix baissa dans un ton que je n'avais pas encore entendu, un ton qui sonnait moins comme un tribunal et plus comme un avertissement. Votre honneur, dit-il. L'élément 4 n'est pas un compte bancaire ou une propriété. C'est un document et il est listé comme un actif à transférer. Le front du juge Mercier se plissa. Quel document? L'huissier déglutit une fois. Il est listé comme testament original et amendement fiduciaire signé par Harold Caldwell, dit-il, et la note de marge dit, récupérée de la boîte une fois accédée. La tête de mon frère se redressa, les yeux écarquillés. Le regard du juge Mercier se durcit, devenant quelque chose comme de l'acier. Et dans le silence soudain, je réalisai qu'Émile n'était pas venu pour mes possessions parce qu'il voulait que je n'aie rien. Il était venu parce qu'il avait besoin que ce document n'existe nulle part ailleurs qu'entre ses mains. Le juge Mercier ne bougea pas pendant un instant. Il fixa la liste d'inventaire dans les mains de l'huissier comme si le papier venait d'avouer quelque chose en langage clair. Puis il leva les yeux vers mon frère. Monsieur Leclerc, dit-il, lentement. Vous avez listé un testament original et un amendement fiduciaire comme un actif à transférer. L'avocat d'Émile se leva si vite que sa chaise bascula en arrière avec un bruit sec et dur. Votre honneur, ceci est un malentendu, commença-t-il. Le juge Mercier leva une main. Asseyez-vous. L'avocat ne s'assit pas. Les yeux du juge Mercier se firent plus vifs. Maître. L'avocat s'assit. L'huissier garda la liste stable, mais sa voix avait changé. Le ton de récit plat avait disparu. C'était maintenant une préoccupation officielle. Le visage de ma mère se vida. Mon père fixa ses chaussures comme s'il essayait de disparaître dans le cuir. La mâchoire d'Émile se contracta et son calme aisé se fissura enfin sur les bords. Ce n'est pas ce que ça a l'air, dit-il. Le juge Mercier ne réagit pas à la phrase. Non. Dites-moi alors ce que c'est, dit-il. Émile jeta un coup d'œil à son avocat. Son avocat ne le sauva pas cette fois. Émile déglutit. Mon grand-père avait des documents, dit-il, la voix serrée. Nous ne savions pas où ils étaient. Nous essayions de les sécuriser pour la famille. Le mot famille frappa la pièce comme un parfum bon marché. Le regard du juge Mercier se porta sur moi. Madame Dubois, dit-il. Avez-vous une raison de croire que votre frère a tenté d'obtenir des documents successoraux de manière inappropriée? Oui, répondis-je. Comment? Je n'ai pas trop expliqué. J'ai fouillé dans mon sac et sorti un dossier mince, un que j'avais gardé scellé jusqu'au bon moment,
car le timing comptait autant que la vérité. J'ai demandé le dossier de gel de la banque, dis-je. Je la passai au greffier. Le greffier la tamponna et la passa à l'huissier pour le juge. Le juge Mercier feuilleta les pages. Ses yeux s'arrêtèrent sur une image fixe en noir et blanc. Un homme en costume, la tête légèrement tournée, tenant un dossier sous son bras. Mon frère se tenait au comptoir de la banque avec une femme à ses côtés, les cheveux tirés en arrière, la posture rigide. Le juge Mercier lut la légende sous l'image fixe. Tentative d'accès, murmura-t-il, accompagné d'un notaire, employé par Leclerc Holdings. Il tourna la page. Un autre cliché. Un autre redatage. Un angle plus rapproché de la caméra du hall. La main d'Émile sur le comptoir, les doigts écartés comme s'il possédait la surface. Le notaire pointant un document. Le regard du juge Mercier revint à Émile comme une lame trouvant sa cible. « Monsieur Leclerc, dit-il. Pourquoi tentiez-vous d'accéder à un coffre-fort avec un notaire employé par votre société portant un document dont vous admettez maintenant qu'il faisait référence à un testament original et à un amendement fiduciaire ?» Le visage d'Émile tressaillit. Parce qu'elle le cachait, lança-t-il, puis il réalisa ce qu'il venait de dire. Les yeux du juge Mercier se plissèrent. Elle le cachait. Émile regarda ses parents, désespéré. « Vous m'avez dit qu'elle le ferait, dit-il, et sa voix craqua sur le dernier mot, comme si elle lui avait été arrachée. Les mains de ma mère tremblaient sur ses genoux. Mon père fixait droit devant lui, la mâchoire serrée, comme si refuser de cligner des yeux pouvait annuler la phrase. Le juge Mercier leva une main. « Arrêtez, dit-il. Puis à Émile, vous n'êtes plus en charge de contrôler ce récit. » Le juge se tourna vers l'huissier. « Apportez-moi la liste d'inventaire du demandeur. » L'huissier l'apporta. Le juge Mercier la prit, étudia à nouveau l'élément 4, puis la plaça au-dessus de l'exhibit de la banque, comme s'il empilait les preuves dans une forme inéluctable. Puis il regarda le greffier. « Appelez l'unité de fraude du greffier du comté, dit-il. Maintenant, et notez au dossier que cette cour procède à un renvoi. » Les doigts du greffier volèrent sur le clavier. L'avocat d'Émile se releva, la voix plus acerbe, plus effrayée. « Votre honneur, avec respect, ceci est une affaire civile. » Le juge Mercier ne le regarda même pas. Plus maintenant. La bouche de l'avocat se ferma. Le regard du juge Mercier balaya la pièce. Mes parents, les spectateurs, l'agent d'audience tenant le téléphone d'Émile dans un sac scellé comme un animal capturé. « Monsieur Leclerc. Il a dit que vous avez demandé de prendre tout ce que votre sœur possède. Vous avez utilisé une tentative de dépôt frauduleuse et vous avez utilisé une infrastructure de notariation liée à votre entité d'entreprise et vous avez tenté d'accéder à une boîte bancaire pour récupérer ce qui semble être des documents successoraux. » Il marqua une pause, laissant chaque clause devenir son propre poids. « Je rejette votre requête intégralement, dit-il. J'accorde un ordre de protection à Madame Dubois. Je commande la conservation et la production des communications et des journaux numériques de Leclerc Holdings relatifs à ses dépôts et autorisations, et je renvoie cette affaire pour enquête sur fraude et interférence. » Le visage d'Émile se figea d'incrédulité. « Vous ne pouvez pas simplement, commença-t-il. Le juge Mercier leva les yeux. « Je peux, et je l'ai fait. » L'avocat d'Émile tenta de sauver quelque chose. La voix suppliante maintenant. « Votre honneur, au minimum, les documents successoraux. » Le juge Mercier le coupa. « S'il y a des documents successoraux, la succession s'en chargera par les voies légales. Pas par les mains de votre client. » Il jeta un coup d'œil à l'huissier. « Avons-nous une indication que la boîte a été accédée avec succès ?» L'huissier vérifia à nouveau le rapport de la banque. « Non, votre honneur. La banque a refusé l'accès. La boîte est restée scellée. » Mes poumons se détendirent silencieusement. La chose qu'Émile désirait le plus n'avait pas été prise. Le juge Mercier se tourna vers moi. « Madame Dubois, dit-il. Les documents successoraux sont-ils en votre possession ?» Je gardai ma voix égale. « J'ai des documents que mon grand-père m'a confiés. Je les ai apportés aujourd'hui. » Le juge Mercier hocha la tête. « Alors ils seront gérés correctement. » Il se tourna vers le greffier. « Fixez une audience pour la soumission des documents successoraux au dossier. Le conseil de Madame Dubois peut se coordonner. Monsieur Leclerc n'aura aucun contact et aucun accès.
Les yeux du juge se posèrent sur mes parents. Et si une tierce partie tente de faire pression sur Madame Dubois concernant ces documents, ajouta-t-il, cette cour traitera cela comme une interférence. Le menton de ma mère se souleva légèrement comme si elle voulait protester. Puis elle vit la posture de l'agent d'audience, le téléphone scellé, les clichés de la banque, le registre du notaire, le journal du comté, et elle resta silencieuse. L'audience se termina avec une sorte de finalité silencieuse. Le greffier lut les ordonnances. L'huissier récupéra les pièces. Émile se releva trop vite à nouveau, mais cette fois la présence de l'agent d'audience l'empêcha de se diriger vers moi. Alors que les gens sortaient, l'avocat d'Émile se pencha près de lui, chuchotant avec urgence, le visage pâle. Émile fixa le sol comme s'il ne pouvait pas comprendre pourquoi l'argent ne l'avait pas protégé. Mes parents ne me regardèrent pas. Ils se dirigèrent vers mon frère comme si j'étais une inconnue qui avait gâché leur journée. Émile tourna la tête à la porte et regarda en arrière une fois. Ses yeux sombres et furieux. « Tu penses avoir gagné » marmonna-t-il. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne lui ai pas fait de discours. Je pense que vous avez été enregistré, dis-je doucement. Il tressaillit à cela parce qu'il comprenait ce que cela signifiait. Hors du prétoire, je n'ai pas arrêté de bouger. Je marchai droit au guichet du greffier et fixai l'audience de suivi avec l'efficacité de quelqu'un qui avait appris que la justice aime les échéances. Dans le couloir, mon téléphone vibra avec un nouvel email de la banque. Confirmation que le dossier de gel de fraude était conservé. Séquence vidéo archivée. Piste d'audit verrouillée. Puis un autre message. Celui-ci d'un ami qui travaillait à la conformité dans une autre institution. Quelqu'un que j'avais appelé discrètement lorsque la première restriction était apparue. C'était la partie qu'Émile n'avait jamais comprise. On peut charmer une salle. On peut faire pression sur une famille. Mais une fois que deux systèmes indépendants ont la même piste, les mensonges commencent à s'effondrer sous leur propre poids. Au cours du mois suivant, les conséquences arrivèrent sans drame. Leclerc Holdings reçut des avis de conservation. Le notaire fut mis en congé en attendant examen. L'unité de fraude du comté ouvrit un dossier et demanda des dossiers. L'équipe de sécurité de la banque déposa son propre rapport. L'avocat d'Émile cessa d'envoyer des menaces et commença à envoyer des demandes prudentes et mesurées par les voies formelles. Mon frère ne me contacta pas. Il ne pouvait pas. Mes parents essayèrent une fois. Un email, 3 lignes, plein de vague tristesse et aucune reddition de compte. Je ne répondis pas. Je le transféris dans mon dossier, car même les excuses peuvent devenir des preuves lorsque les gens réécrivent l'histoire plus tard. Lors de la prochaine audience, je soumis les documents de mon grand-père correctement. Sous surveillance judiciaire avec le greffier estampillant chaque page et le juge notant la chaîne de garde. Pas de secret, pas de théâtre, juste le processus. L'amendement fiduciaire qu'Émile voulait voler existait, et il ne lui donnait pas plus, il lui donnait moins. Mon grand-père avait rédigé une clause spécifiquement pour tout bénéficiaire qui tenterait d'obtenir, de dissimuler, de modifier ou de contrôler de manière inappropriée des documents successoraux. Cela ne nécessitait pas un crime spectaculaire. Cela nécessitait la preuve d'une interférence tentée. La vidéo de la banque, la session de notariation, la liste d'inventaire, la note de marge. Ensemble, ils peignaient un tableau clair. Le juge Mercier ne cria pas lorsqu'il l'appliqua. Il n'en avait pas besoin. Il statua simplement que la distribution d'Émile serait retenue en attendant l'issue du renvoi pour fraude et qu'il ne serait pas autorisé à servir dans un rôle administratif lié à la succession. Et le frère aisé qui entra en souriant comme s'il avait déjà gagné dut s'asseoir pendant que le dossier décidait ce qu'il méritait. Quand je suis rentré en voiture, le ciel était clair, normal, presque insultant dans son calme. J'ai pris des provisions. J'ai acheté les céréales préférées de ma fille. J'ai pris à Tyler le yaourt exact qu'il aimait. De petites choses. Une preuve ordinaire que ma vie n'était pas la leur à saisir. Ce soir-là, j'ai bordé mes enfants et Lily m'a demandé, sommes-nous en sécurité maintenant? J'ai embrassé son front et répondu la vérité qui comptait. Nous sommes protégés, dis-je. Quelques semaines plus tard, la maison semblait plus silencieuse d'une manière différente. Pas un silence tendu, mais un silence net. Émile cessa d'être une ombre au bord de mon esprit parce qu'il ne pouvait pas m'atteindre sans toucher une ordonnance du tribunal. Et chaque fois que mon téléphone vibrait avec une nouvelle mise à jour officielle, un nouveau journal conservé,
Un nouveau reçu estampillé, une nouvelle date fixée, je sentais le même calme s'installer dans ma poitrine. Pas la victoire, la certitude. Le genre qui vient lorsqu'une personne qui a essayé de tout prendre apprend que la seule chose qui compte au tribunal, c'est ce que l'on peut prouver.